Monsieur le ministre, vous avez la parole pour répondre aux orateurs des groupes. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs les députés pour toutes ces interventions que je vois comme des encouragements. J'ai bien noté Monsieur Sermier notamment qui souhaitait ma pleine réussite, mais il est parti, c'est dommage, vous lui direz, mais qui proposait déjà un appel à balance ton ministre. Bon. J'ai vu mieux comme souhait de réussite, mais je vais garder, comme je suis un incurable optimiste et quelqu'un qui prône l'écologie positive, je vais garder la première partie de son propos et donc l'encouragement à réussir. Bon, je vais essayer de répondre à la fois précisément à tout ce qui a été dit. Donc je vais passer en revue. Je remercie bien sûr Jean-Charles Collaroy pour ce qu'il a dit au nom du groupe La République En Marche et je sais que c'est profondément sincère puisque j'ai déjà eu l'occasion d'échanger, de travailler, y compris lors d'un débat sur l'énergie, déjà sur la programmation pluriannuelle de l'énergie à Grenoble que vous aviez organisé et auquel j'avais eu la chance de participer. Je veux dire simplement sur cette programmation pluriannuelle de l'énergie, en effet, il y a une présentation au Conseil des ministres demain et je m'en félicite car je puis vous dire, sans trahir, si je puis dire, le secret des délibérations du Conseil des ministres, qu'il y a des échanges à intervalles réguliers sur des sujets avant qu'ils soient définitivement arbitrés, adoptés, présentés. Et je trouve que c'est une bonne méthode de travail. Et je ne vais pas ici dire tout ce que je dirais en Conseil des ministres, mais simplement vous faire partager les éléments, un peu de diagnostic. Parce qu'avant d'envisager des choix, il faut être à peu près au clair sur le diagnostic. Le diagnostic sur la programmation pluriannuelle de l'énergie est assez connu. Alors certes, la programmation elle-même ne fait pas l'objet d'un débat au Parlement parce que, j'allais dire, on ne refait pas une loi de programmation. Il y a eu la loi de transition énergétique de 2015. Il se trouve que j'ai participé au débat puisque j'étais député à l'époque, Madame la Présidente également. Mais il y a eu des débats et moi, je ne suis pas partisan de refaire les débats tout le temps. Donc, ça a été fait en 2015, c'est pas si vieux. Il était prévu cette programmation pluriannuelle de l'énergie, mais dans le cadre qui a été fixé. Vous le savez, il y a un élément et non des moindres qui sera changé et le Parlement sera amené à se prononcer. Parce qu'on ne peut pas le faire simplement comme ça par la voie réglementaire. C'est les objectifs dans le temps. L'objectif de 2025, il sera proposé de le changer. Pas dire de façon précise quelle date sera proposée, mais enfin vous connaissez à peu près les ordres de grandeur. En revanche, la question des objectifs par différentes énergies, je vous rappelle que la loi ne parle pas que de la production d'électricité. Elle parle de la consommation finale d'énergie et on a tendance à réduire uniquement à la question de l'électricité. Sur la question d'abord des économies d'énergie. Car c'est d'abord ça, et là je réponds à plusieurs interventions, je pense, qui est en jeu. L'énergie la moins polluante, la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Pour ça, il faut consentir des investissements d'ailleurs. Donc ça coûte quand même de l'argent d'économiser l'énergie si on veut maintenir le même niveau de confort dans les logements, voire l'améliorer. Moi, je crois que souvent on l'améliore. Si on veut pouvoir continuer à se déplacer, si on veut pouvoir continuer à produire dans l'industrie, dans l'agriculture. Et j'invite les collègues d'ailleurs à dire concrètement, quand on dit qu'on veut réduire les émissions de CO2, qu'on ne va pas assez vite, pas assez loin, je l'ai entendu dans plusieurs interventions, quand on dit qu'il faut être plus ambitieux, disons-le secteur par secteur. Et la programmation pluriannuelle de l'énergie, elle essaiera, en tout cas moi c'est mon objectif, d'être aussi précis que possible secteur par secteur. Dans le domaine de la production d'énergie, mais aussi dans le domaine de la consommation. Je vais donner un exemple très concret, parce qu'il ne faut pas se raconter des histoires entre nous. Et il ne faut pas en raconter aux Français. Les industries électro-intensives. Je suis sûr qu'il y a autour de la table des collègues qui sont concernés, j'allais dire territorialement parlant, par leur territoire d'élection, par cette question. Eh bien, nous avons développé en France, comme dans le reste de l'Europe, notamment en Allemagne, d'ailleurs on s'est de fait un peu aligné sur ce que faisait l'Allemagne, sur un certain nombre d'exonérations. Parce que si on appliquait
le même schéma aux industries électro-intensives qu'au reste de l'industrie dans le domaine du prix de l'énergie, ces industries fermeraient leurs portes en France. C'est le cas de l'aluminium notamment et d'une partie de la sidérurgie. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester ad vitam aeternam dans le statu quo. On doit trouver aussi des voies avec ces industries pour réduire les émissions de CO2. Vous savez aussi qu'il y a le cas particulier des cimenteries, etc. Sur la question, donc notre objectif, c'est de baisser les consommations de 45% d'ici 2050. C'est un effort extrêmement puissant, et tous secteurs confondus. Et on ne pourra pas dire oui, mais dans un autre secteur. Oui, d'accord, mais non. Il faudra vraiment travailler sur l'ensemble des secteurs. Sur le diagnostic toujours, il y a la question de la diversification. Alors, tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais c'est le cadre fixé par la loi de 2015. De réduire la dépendance, c'est une formule d'ailleurs qu'emploie le président de la République et que je reprends bien volontiers à mon compte. Réduire la dépendance au nucléaire, ce n'est pas la sortie du nucléaire. Et ce n'est pas ce qui a été voté en 2015 et ce n'est pas ce qui a été dit au moment des élections par que ce soit le candidat à l'élection présidentielle élu président ou par les candidats aux élections législatives et élus députés constituant aujourd'hui une majorité. Donc on ne va pas partir sur des faux débats. Mais réduire cette dépendance, diversifier, et donc ensuite les énergies renouvelables, l'éolien terrestre, l'éolien offshore, l'éolien, on peut aller jusqu'à la précision, l'éolien flottant, la question du biogaz, une part de biogaz dans la consommation de gaz, la question des carburants agricoles, je préfère parler de carburants agricoles pour ce qui me concerne, là aussi, oui, on vise, c'est ce qui était marqué dans la loi, 15% dans les carburants, important comme composante. La question et on discutera bien sûr du contenu, mais je veux quand même qu'on soit précis, parce que j'entends parfois les mêmes personnes me dire il faut développer plus avant, plus fort, un certain nombre de filières qui sont des filières industrielles pour notre pays. Les éoliennes, offshore, il est prévu de les produire à Saint-Nazaire ou au Havre. L'usine qui est à côté de Saint-Nazaire, à Montoir de Bretagne pour être précis, aujourd'hui, elle a produit des éoliennes pour l'export. Heureusement qu'il y avait des marchés, notamment en Allemagne. Parce que si elle avait été conçue pour les champs éoliens offshore français, mais aujourd'hui, ils ne sont toujours pas sortis. Et je compte bien tout faire pour qu'il y en ait au moins un qui soit mis en service avant la fin de ce mandat. On a commencé à en parler sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Puis il y a eu celle de François Hollande, puis maintenant nous sommes sous celle d'Emmanuel Macron. On ne peut quand même pas considérer qu'il faille autant de temps. Mais il faut qu'on soit concret, parce que si on dit toujours ah oui, d'accord, mais pas ici, ça ne marchera pas. Pareil pour l'éolien terrestre. Encore à la sortie des questions au gouvernement, des collègues sont venus me voir. Ah oui, oui, mais pas ici. Mais on va proposer autre chose sur le biogaz. Mais ce n'est pas l'éolien ou le biogaz. C'est l'éolien et le biogaz. Mais de la même façon, moi je le dis très clairement, hein, si sur le biogaz, on multiplie les contraintes diverses et variées, ah non, il ne faut pas incorporer de produits agricoles, etc., mais ça sera tellement cher qu'on ne pourra pas en faire, ou on en fera très peu. Il y a 8000 méthaniseurs en Allemagne, il y en a 400 en France. On ne parle pas là en l'air. Voilà. Donc il faut être à chaque fois concret sur... Je l'ai dit tout à l'heure en réponse à une question d'actualité qui ne portait pas spécialement là-dessus, mais nous visons le juste prix de l'énergie. Et ça, c'est un vrai sujet de débat. Un juste prix qui soit maîtrisé, qui ait une part régulée d'ailleurs pour le consommateur, et qui soit soutenable pour les producteurs. Si on a des prix tellement bas dans le domaine de l'électricité, on pourra peut-être s'en féliciter pour nos entreprises, même pour nos ménages. On dira bravo pour le pouvoir d'achat. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire. On n'investira plus. On ne pourra pas financer les investissements, quels qu'ils soient. Ni dans l'industrie nucléaire classique, ni dans les énergies renouvelables, ni dans les économies d'énergie. Car vous ne ferez pas d'économie d'énergie si l'énergie est très bon marché. C'est ainsi. Sur la question, moi je veux en dire un mot, aussi de la sécurité d'approvisionnement. C'est notre préoccupation. Moi je suis ministre de l'énergie, hein, parce que ministre de la transition écologique et solidaire, c'est un mot très englobant, et à l'intérieur c'est concret, il y a ministre de l'énergie. Et le ministre de l'énergie, il a le devoir de veiller à la sécurité d'approvisionnement en électricité, comme dans les autres domaines d'énergie d'ailleurs, pour les Français. Et donc je peux vous dire que quand on décide de fermer les centrales thermiques à charbon,
Je n'entends pas beaucoup de gens dans le débat public protester, je n'entends pas beaucoup de gens verser des larmes sur les centrales à charbon, parce que tout le monde considère que c'est sale, que c'est très polluant, que c'est très émetteur de CO2. C'est vrai, mais jusqu'à présent, ça a contribué à la sécurité d'approvisionnement d'électricité en France. On va le faire en veillant à cet aspect. On va le faire en accompagnant les personnes directement concernées, pour qui c'est une perte d'activité et une perte d'emploi. Et je rebondis sur ce qu'a dit Hubert Wulfranc sur l'accompagnement des compétences. Et ça me permet d'ailleurs de répondre au passage à M. Prudhomme pour son attaque personnelle contre Mme Wargon. Je compte bien utiliser l'expérience d'Emmanuelle Wargon en matière de formation professionnelle, d'emploi. Elle a eu beaucoup de fonctions dans ce domaine au sein des services de l'État. Je vous le rappelle, ça vous ne l'avez pas dit. Mais moi, je vous le dis, et vous pourrez vérifier, c'est son CV. C'était une haut fonctionnaire qui a conduit un certain nombre de politiques au service de l'emploi, de la formation professionnelle. Et je compte bien utiliser. Et oui, elle a une expérience au sein du groupe Danone. Et dans une grande entreprise de l'agroalimentaire. Eh bien, moi, je considère que c'est une chance de pouvoir s'appuyer sur l'expérience de quelqu'un qui a commencé à conduire des changements dans une entreprise agroalimentaire où, en effet, et Monsieur Prudhomme, j'espère que vous êtes fiers comme moi, en tout cas moi je suis fier qu'en France il y ait des grands groupes internationaux dans des domaines comme l'énergie, dans les domaines comme les transports, dans les domaines comme l'agroalimentaire. Et ces grands groupes internationaux, moi j'entends bien qu'ils participent à la transformation écologique. Je ne vais pas leur passer la main dans le dos en leur disant « Oh, ne changez rien !» Continuez à, pour certains, étrangler nos agriculteurs sur le prix du lait, ou pour d'autres, à jeter vos déchets, enfin ne pas vous considérer comme responsable des déchets plastiques, d'emballage et autres. Donc, en effet, eh bien, ces groupes, et avoir quelqu'un qui a travaillé dedans, qui a rencontré d'ailleurs, qui sait ce que c'est, les obstacles, l'inertie, le conservatisme, les difficultés économiques, sociales, parce que dans cette entreprise, comme dans d'autres, Monsieur Prudhomme, vous savez, c'est comme à EDF, c'est comme à Uniper, c'est comme chez Total, c'est comme chez Peugeot, c'est comme chez Renault, dans toutes les entreprises, comme dans les services publics, je crois que vous les défendez. Vous défendez souvent, vous reprenez même souvent les positions syndicales. Eh bien, qu'est-ce qui s'exprime? Parfois la réticence au changement, mais moi je la comprends, cette réticence au changement. Est-ce que je m'y arrête et je dis, ah, puisqu'il y a une réticence, oh, ça a l'air compliqué, oh, ça a l'air difficile, oh, il va y avoir des manifestations, on ne fait rien. Non. Moi je dis, on va faire. Et mes interlocuteurs, qu'ils soient industriels, qu'ils soient syndicaux, qu'ils soient associatifs ou qu'ils soient politiques, je leur dis, notre détermination à faire, elle est totale. Mais on discutera des conditions. Oui, moi je l'assume pleinement. On ne va pas multiplier les moratoires, multiplier les interdits valables dès demain, là, sans avoir un tant soit peu discuté, réfléchi, travaillé sur les conditions de réalisation. Et c'est valable dans tous les secteurs. Et je peux vous dire que sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, et si vous voulez venir avec moi, eh bien, vous pourrez m'accompagner et les parlementaires pourront de tous bords pouvoir faire leur travail, y compris le contrôle de l'action du gouvernement. Ça va être très concret, la fermeture des centrales à charbon. Parce que ce n'est pas un exercice où on claque des doigts. Et il ne suffit pas de l'annoncer un jour en faisant une conférence de presse avec un beau fond bleu et une belle planète Terre. Et puis ensuite d'aller le dire dans les journaux. Ou même d'aller le dire uniquement dans les assemblées. Il faut aller le dire en face. Moi, je vais le dire en face aux gens qui sont concernés. J'ai déjà commencé à le faire sur d'autres sujets. Et vous êtes bien placé pour le savoir, puisque j'étais en Gironde avec des viticulteurs sur la question des pesticides. Et la question des pesticides ou du glyphosate, moi, je suis allé le dire avec le ministre de l'Agriculture aux viticulteurs en face. Je ne suis pas allé leur dire vous irez regarder mon interview dans tel journal ou dans telle télévision. Et en revanche, on va discuter ensemble parce qu'en effet, quand un viticulteur vous dit faire du désherbage de ma vigne de façon mécanique, ça prend 5 fois plus de temps qu'avec un produit chimique, donc ça a un coût, donc c'est des gens dont il faut changer le métier, et bien ça, on doit l'entendre et on doit œuvrer pour que ça se fasse, mais que ça se fasse dans le temps et de façon soutenable. Un mot sur la fiscalité écologique. Nous aurons ce débat, j'en suis convaincu, dans l'hémicycle et dans les débats budgétaires. Je le vois, évidemment, je l'entends monter. J'entends deux choses. Et moi, je voudrais qu'on s'y arrête un instant. Et je l'ai encore entendu. Je vais dénoncer personne, mais j'ai pris des notes. Ceux qui disent « ça ne va pas assez vite, pas assez fort ». J'ai entendu ça. Ah, il faut une fiscalité verte qui soit plus efficace, plus forte, plus vite. Il faut s'attaquer aux niches fiscales anti-écologiques. Ça ne porte pas toujours ce nom-là, mais c'est ça que ça veut dire. Bon. Et quand on le fait,
J'entends également, parce qu'on le fait. Ah oui, ça je vous le confirme, je vous redonne les chiffres si vous le souhaitez. La courbe, elle est claire, nette, précise. 2016, on avait une trajectoire climat-énergie 1,560 milliard, 3 milliards 320 millions en 2017, 6 milliards, etc. en 2018. Et on a dit les choses. On ne prend personne en traître, c'est le Parlement qui l'a voté jusqu'en 2022. Une trajectoire. C'est-à-dire que c'est prévisible. Et il vaut mieux que les acteurs, qu'ils soient particuliers ou entreprises, puissent savoir quelle est la trajectoire pour que ce soit prévisible. Donc ce n'est pas une politique qui consiste uniquement à boucher les trous. J'ai entendu ça, je crois, quelqu'un qui a dit on va prélever des taxes pour boucher les trous, mais ce n'est pas pour la transition écologique. Non, c'est une politique claire. Quand il s'agissait de dire il faut donner un prix au carbone, ça j'aime beaucoup cette expression, dans des colloques internationaux, nationaux, dans des débats, tout le monde est d'accord. Il faut donner un prix au carbone. On ne fera rien pour le climat si on ne donne pas un prix au carbone. Ça a l'air très bien comme ça. Mais c'est concret. Donner un prix au carbone, il y a deux façons de le faire. Soit c'est des quotas carbone, mais pas des quotas gratuits. Des quotas très stricts. Tous les ans, on réduit. On serre la vis. Soit c'est la taxe carbone. Parce que moi, je n'ai pas peur des mots. C'est la contribution climat-énergie, mais enfin, le nom de monsieur et madame tout le monde, c'est la taxe carbone. Bon. Eh bien, là, il y a déjà nettement moins de monde. Là, je le constate, d'ailleurs, c'est souvent comme ça. On se retourne, tiens, là, il y a déjà beaucoup moins de gens à pousser, là. Ceux qui disaient qu'il faut aller plus fort, plus loin, c'est pas assez cohérent. Et quand on le met en œuvre, il y a beaucoup de gens pour protester. Et vous le savez très bien comme moi, quand on baisse des impôts, il n'y a pas grand monde à aller défiler dans la rue pour nous remercier, mais quand on les augmente, il y en a un certain nombre à y aller pour protester. On va dire que c'est humain comme comportement, c'est même plus de la politique. Sauf qu'il faut qu'on soit cohérent. Et donc, on a dit, on baisse les impôts sur le travail, on baisse les impôts comme la taxe d'habitation. C'est un choix politique. On parle de pouvoir d'achat, j'ai entendu certains qui disent on parle de pouvoir d'achat. Ça, c'est concret. Et on les augmente dans un certain nombre d'autres domaines parce qu'on ne veut pas réduire toutes les dépenses à la tronçonneuse ou supprimer la protection sociale ou supprimer les investissements. Et j'entends d'ailleurs en matière de transport, quelqu'un a dit on n'en fait pas encore assez pour les investissements. Vous savez quand même combien on en fait? 13 milliards par an. Et on va encore augmenter pour les transports en commun. 13 milliards par an de l'État. Je ne parle même pas de tout ce que les collectivités locales mettent en plus. Et sachant que pour les collectivités locales, pour une part, c'est quand même si les dotations ont été stabilisées ou réduites, c'est quand même pour une part de la fiscalité nationale. Donc une part de cette fiscalité carbone, elle va permettre de financer un certain nombre de dépenses d'investissement de l'État ou des collectivités locales. Les énergies renouvelables, c'est très concret, chacun peut vérifier les chiffres, c'est 5,5 milliards. Le soutien l'année prochaine prévu aux énergies renouvelables. Le crédit d'impôt transition écologique, on avait budgété 1 milliard l'année dernière. La vérité, c'est que comme c'est un crédit d'impôt et que donc, si les gens le demandent, on ne va pas en cours d'année dire c'est fini, eh bien, on va finir sans doute l'année à 1,8 milliard de dépenses au crédit d'impôt transition énergétique. Donc ça, moi, je veux dire, si on peut l'augmenter, on l'augmente. Mais il faut qu'il y ait en face les recettes. Et donc, on pourra avoir le débat ensuite sur où est-ce qu'on met un peu plus l'effort en termes de dépenses. Mais il faudra toujours dire quelles dépenses on augmente et si, à due proportion, il y en a d'autres que l'on baisse. Ou si on veut baisser tel impôt, est-ce qu'on en augmente tel autre? Il faut être concret et précis et à ce moment-là, on pourra travailler ensemble concrètement. Et puis un mot, je veux le dire parce que c'est une actualité dramatique sur la question, alors juste par rapport à Guillaume Garot qui a parlé des passoires énergétiques. C'est un sujet majeur. Là aussi, faisons des propositions concrètes. Si c'est des moyens en plus, où est-ce qu'on les prend? Si c'est des règles, ce qu'on peut aussi dire, ce n'est pas des budgets, c'est des règles. Vous savez qu'il y a un débat qui existe depuis de nombreuses années sur le fait de dire les passoires énergétiques ne peuvent plus être mises à la location. Il y a même eu un engagement pendant la campagne électorale de 2017 sur ce point. Et certains avaient même parlé de 2025. Mais d'autres disent, si on fait ça, on va sortir trop durement des logements du marché, ou on va imposer à des propriétaires qui n'ont pas les moyens de faire des travaux. Il faut trouver quelque chose, il faut trouver une solution. Ça ne peut pas être que de l'investissement public. Dans le domaine du logement, ça fait depuis toujours qu'on mobilise de l'investissement privé.
et améliorer son logement. Il y a l'ANA pour l'amélioration nationale, enfin l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat pour les ménages les plus modestes, mais pour le reste de la population, c'est de l'investissement privé qu'il faut mobiliser, qu'il faut orienter. Et on va chercher des modes de financement innovants. Ça ne pourra pas être toujours plus d'argent public. Et un dernier mot sur les inondations. Parce que je pense que tout le monde est sensible et est touché par ce drame. Mais moi, je ne peux pas laisser dire qu'il y a 30 ans, alors je ne sais pas quel était le constat il y a 30 ans, mais dans l'Aude, c'est concret, dernière très graves inondations meurtrières, c'est 1999. 35 morts dans l'Aude, plus d'autres dans l'Hérault, voisins. Là, nous avons encore malheureusement un décompte qui n'est pas terminé sur 11, 12 ou 13 victimes. Je ne vais pas dire c'est mieux, il y en a eu 2 fois moins ou 3 fois moins qu'il y a 19 ans. C'est pas ça le sujet. Mais dire que rien n'a été fait. Alors franchement, moi je m'y suis rendu avec le Premier ministre hier, j'ai discuté avec des élus locaux. Vous savez, Monsieur Prudhomme, les élus locaux dans l'Aude, le maire de Villegayenc que j'ai rencontré, ou le maire de Trèbes, ou le président du conseil départemental, ou la présidente du conseil régional, ça, ils ne sont pas de La République En Marche. Pour être précis, je crois qu'ils sont tous membres du Parti socialiste. Donc, vous voyez que ce n'est pas une question d'étiquette politique où ils seraient là pour servir la soupe au gouvernement. Eh bien, ils nous ont tous dit, heureusement, que nous avons tiré les leçons des inondations de 99, que nous avons pris des mesures contraignantes sur l'urbanisation. Et moi, le maire de Villegayenc, qui est élu depuis, je crois, 1983, d'abord conseiller municipal, puis adjoint, puis maire, il m'a dit, vous savez, moi, je passe beaucoup de temps à dire non. À dire non à des permis de construire. Il dit, je suis en train de réviser le plan local d'urbanisme. Il dit, sans doute que, oui, ça va être dans le débat un peu plus fortement que ça l'était avant. Parce que même depuis 99, parfois on a tendance à oublier certaines choses. Mais il m'a dit, si on n'avait pas fait ce qu'on a fait depuis 99, on aurait eu beaucoup plus de dégâts, beaucoup plus de victimes. Il y en a eu dans sa commune. Et c'est des investissements, pas simplement des règles. Pas simplement des règles d'urbanisme, c'est des investissements. Plus de 70 millions d'euros qui ont été financés à moitié-moitié par l'État et les collectivités locales. C'est des digues de protection par rapport à des communes, vous savez, Monsieur Prudhomme, pour certaines, qui sont en zone inondable depuis qu'elles existent, depuis des siècles, parce qu'on a construit depuis toujours plutôt au bord des rivières qu'en hauteur. Bon, et on a pris des mesures. Et vous pourrez regarder la carte, en tout cas moi je suis tout prêt à ce qu'on fasse ce travail d'évaluation de la politique publique en la matière et qu'on s'améliore encore, car évidemment, il faut encore s'améliorer et le travail n'est pas fini. Sachant que vous savez, en 1891, il y a eu une très grave crue dans l'Aude. En 1891, il n'y avait pas le dérèglement climatique, il n'y avait pas l'urbanisation comme aujourd'hui, il n'y avait pas l'artificialisation des sols comme aujourd'hui, il y avait déjà des graves crues parce qu'il y a des facteurs aussi géographiques, il ne faut quand même pas l'oublier. Et les pluies cévenoles, vous savez, ce qu'on appelle les pluies cévenoles ou les pluies méditerranéennes, simplement, notre conviction, c'est que malheureusement, ces phénomènes vont se multiplier et être plus violents à cause du dérèglement climatique. Mais ils ont toujours existé et ce qu'il faut, c'est avoir une culture du risque pour être conscient du risque, que ce soit partagé par la population, regarder le risque en face, tout faire pour le réduire et prendre des mesures. Et c'est ce que nous voulons faire. J'ai parlé de l'Aude, mais vous savez, quelques jours auparavant, c'était dans le Var. Et il se trouve que quelques jours auparavant, j'avais rencontré l'élu du Var, qui est un ancien député d'ailleurs, qui préside un syndicat intercommunal pour la prévention des inondations. Et là aussi, ce sont des investissements. Il m'a dit dans son département, c'est 90 millions d'euros pour faire face aux risques et protéger les populations. Donc, que le travail ne soit pas fini, c'est évident, mais dire qu'on ne fait rien, c'est une autre façon de dire qu'il ne faut rien faire. Parce que si même quand on fait des choses, on dit qu'on ne fait rien, eh bien, en effet, on va faire le lit de ceux qui disent qu'il ne faut rien faire. Quant à Météo France, je ne veux pas donner l'impression que je n'ai pas entendu ce que vous dites, et je ne suis pas étonné d'ailleurs, vous le savez très bien, c'est des restructurations successives qui intègrent tout simplement le fait qu'on utilise beaucoup plus aujourd'hui l'informatique, les ordinateurs, les calculateurs par rapport à cela. Et d'ailleurs, nous allons investir, c'était prévu avant ces inondations, d'ici 2020, un supercalculateur qui sera mis en service, qui coûte plusieurs millions d'euros et qui est prévu pour 2020 à Météo France pour affiner encore les prévisions en la matière. Merci, Monsieur le Ministre.